Bonjour à tous, je suis Doriane Dern, responsable régionale adjointe du service social de la CRAMIF et coordonnateur de la cellule régionale de prévention de la désinsertion professionnelle, ce terme que vous entendrez à plusieurs reprises ce matin et qui pourra être repris sous l'acronyme PDP. Bonjour, je suis Michel, on m'entend? Le micro-cravate, c'est bon là? Est-ce que vous entendez Madame Abderrahmane ou est-ce que... Bon, sinon je prends le micro. Bonjour, je suis Michel Abderrahmane, chargée d'études à la délégation régionale de France de la GFIP. Patrice Chrétien, je suis ingénieur conseil au service prévention des risques professionnels de la CRAMIF et je fais partie de la cellule régionale prévention de la désinsertion professionnelle dont Doriane Dern vous a parlé à l'instant. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Evelyne Idov, médecin inspecteur régional du travail à la Directe d'Île-de-France. Bonjour, je suis Véronique Azémar, je suis médecin responsable du service santé et sécurité au travail à la mutuelle sociale agricole d'Île-de-France et je vous présenterai les particularités de la mutuelle sociale agricole. Merci. Alors l'objectif de cette table ronde, c'est bien donc de voir un petit peu le rôle de chacun, les missions de chacun autour de la thématique et de voir comment vous vous articulez les uns les autres pour intervenir tout au long du parcours de la personne pour travailler sur son projet professionnel, voir quelles sont les solutions qui peuvent être proposées sur le maintien à son poste ou dans l'entreprise ou tout simplement dans le milieu professionnel. Alors, je pense qu'on peut peut-être commencer par parler du début justement du processus qui est comment est-ce qu'on détecte, comment est-ce qu'on signale la personne qui présente un risque de désinsertion et qu'est-ce qu'un risque de désinsertion professionnelle. Alors, Madame Bourrez en parlait un petit peu dans son discours introductif de la mise en place des fameuses cellules de coordination. Alors, en quoi est-ce qu'elles consistent quelles sont leurs missions? Je commencerai par la première partie de la question qui est soulevée par Sabine, à savoir quels outils, quels dispositifs pour le signalement. La prévention de l'exclusion sociale constitue, aux côtés de la lutte contre les risques sanitaires, l'une des dimensions de l'assurance maladie en tant qu'assureur solidaire en santé. Nous avons ainsi un rôle à jouer au niveau des politiques nationales de prévention de la désinsertion professionnelle, la PDP que j'évoquais tout à l'heure, la prévention également de la précarisation sanitaire et sociale, et tout ceci en lien avec les engagements institutionnels liés au maintien dans l'emploi. Partant du constat que le risque de précarisation des assurés est décuplé en cas d'altération sensible des capacités de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, il a été décidé de porter une attention toute particulière aux personnes dont la situation médico-sociale et ou professionnelle génère un risque de précarité, identifiable ce risque par le biais des données dont dispose l'assurance maladie. La logique, elle est donc d'initier par le biais d'une détection précoce des publics qui sont considérés comme étant des publics à risque, des actions de prévention. Par exemple, la durée d'un arrêt de travail qui excède 91 jours implique un risque accru de précarisation. Fragilisation économique, déséquilibre des budgets familiaux, endettement, difficultés pour assurer la prise en charge de sa santé, éloignement des réalités professionnelles, risque de rupture du contrat du travail, etc. Ces assurés qui sont signalés comme étant en arrêt de travail depuis 90 jours minimum et consécutivement, que ce soit pour maladie au sens classique du terme, accident du travail ou maladie professionnelle, font l'objet d'une offre d'intervention du service social de la CRAMIF. Cette offre d'intervention, elle peut être par le biais d'un accompagnement individuel ou elle peut se faire dans ce que nous appelons un accompagnement collectif. Et ceci dans une perspective qui est double, à la fois favoriser l'accès aux droits et aux soins dans une logique de prévention, mais également concourir au maintien dans l'emploi et éviter une rupture du contrat de travail. Sabine évoquait, et je crois que Claudette Bourrez l'a repris dans son discours inaugural, le dispositif des cellules de coordination de prévention de la désinsertion professionnelle. Quelles sont-elles et quel est ce dispositif général de coordination ?
L'intervention des services de l'assurance maladie dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, la PDP, s'inscrit dans le cadre de coopération avec à la fois des partenaires extérieurs au réseau de l'assurance maladie, mais également les différents services qui composent l'assurance maladie. Une offre de services attentionnés PDP a été mise en place depuis la fin de l'année 2009 autour des grandes étapes que sont la détection et l'évaluation, le signalement, la coordination des différents services, la mise en œuvre des actions qui sont jugées appropriées et le suivi, la réalisation d'un bilan. Ainsi, l'ensemble des acteurs du réseau institutionnel de l'assurance maladie se regroupent dans le cadre de cellules qui peuvent être locales ou régionales de coordination PDP, dans lesquelles on retrouve des acteurs des caisses primaires d'assurance maladie, ce que nous appelons entre nous les services administratifs qui peuvent être pour la maladie ou les accidents du travail et maladies professionnelles. On y retrouve également ce que nous appelons le service médical, c'est-à-dire les médecins conseils. On y trouve des ingénieurs de prévention, le service prévention des risques professionnels, et des représentants du service social. Si l'on s'arrête quelques instants sur ce dispositif de coordination des cellules pour aller plus en amont et mieux les comprendre, il faut noter que depuis 2009, ces cellules de coordination se sont mises en place dans l'optique de renforcer les synergies, ce qui est très important, et d'améliorer le partage de compétences. L'objectif donc du dispositif est de coordonner les actions des services de l'assurance maladie pour une offre de services qui sera à la fois plus efficiente, plus harmonisée, mais aussi, on le rappelait tout à l'heure, la plus précoce possible face aux problématiques des assurés qui sont en risque de désinsertion professionnelle. D'accord. Donc là, on comprend bien finalement quels sont l'objectif de la mise en place de ces cellules au sein de l'assurance maladie pour justement arriver à coordonner ces différents services, services sociaux, service médical, les contrôleurs de prévention et puis les services administratifs pour que ce soit finalement transparent. J'ai l'impression qu'il y a un... Ouais. Voilà. C'est désagréable. J'ose plus parler, sinon je vais casser les oreilles de tout le monde. Si, c'est bon. Ouais, donc du coup, voilà, on voit un petit peu le dispositif, comment on essaye de s'organiser en interne pour que finalement ce soit transparent pour l'assuré, qui finalement est souvent trimballé un petit peu entre les différents services, et surtout agir le plus en amont possible pour essayer de travailler sur son projet. Mais finalement, comment ces cellules qui sont internes à l'assurance maladie se coordonnent avec finalement ce qui existait déjà auparavant, avec les acteurs qui sont aussi là sur l'estrade, mais de manière générale, comment est-ce que ça s'articule avec les structures préexistantes, puisque finalement c'est pas nouveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cellules de coordination, effectivement, qui donc existent depuis 2009, ce sont effectivement des cellules assurance maladie, mais pour lesquelles qui sont à la fois ouvertes sur le réseau des partenaires extérieurs, pour les cellules locales. Surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'en aucun cas, elles n'ont vocation à se substituer aux structures existantes. Elles permettent de mettre, je vais le dire très trivialement, mais de l'huile dans les rouages, d'améliorer les interrelations et de permettre des échanges pluridisciplinaux sur des situations d'assurés qui sont particulièrement problématiques, complexes, urgentes. Par exemple, ces cellules, elles constituent un véritable socle commun qui permet une égalité de traitement sur le territoire pour tous les assurés, qui doit permettre des échanges de bonnes pratiques entre les régions et une mobilisation plus efficace des partenaires. Myriam Chalouin évoquait tout à l'heure le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. C'est un exemple que nous pourrions prendre, au même titre que les SAMET qui vous seront tout à l'heure présentés par Michel Abderhalden, les services de santé au travail, les MDPH, etc. Et le maillage du territoire s'est organisé par le biais de cellules régionales, une par région, ça coule sous le sens, et de cellules qu'on qualifie de locales, c'est-à-dire une par département. Le rôle de la cellule régionale, c'est de piloter et coordonner les actions locales, définir des pistes d'amélioration, créer une dynamique au niveau régional, assurer une représentation de l'assurance maladie dans différentes instances, le PRITH notamment, consolider des partenariats régionaux, je pense à l'AGFIP par exemple.
Le rôle des cellules locales est, lui, de régler ce que l'on appelle les cas complexes ou urgents, c'est-à-dire ces situations particulièrement difficiles qui font qu'un échange collégial est hautement souhaitable pour que l'assuré qui est en question puisse bénéficier d'une véritable prise en charge et d'un parcours de soins qui soit le plus facile à vivre pour lui et justement éviter les risques de ballottage d'un interlocuteur à un autre qu'évoquait Sabine. C'est également de créer des synergies entre les acteurs locaux, de dialoguer et d'agir avec des acteurs externes, d'organiser aussi des informations sur le dispositif en lui-même, avec, par exemple, auprès des assurés, auprès des médecins traitants, des médecins du travail, par exemple. Ce sont donc des cellules qui traitent, ce que je disais tout à l'heure, des cas complexes ou urgents, c'est-à-dire pas de l'ensemble des dossiers des assurés qui sont en risque de désinsertion professionnelle. Donc, donc là, on voit un petit peu mieux le dispositif, mais est-ce qu'on peut revenir plus particulièrement sur les personnes qui sont ciblées, alors on a compris que c'est le traitement, ça n'a pas vocation à traiter l'ensemble des assurés qui sont en arrêt à 90 jours, etc. Vraiment les cas complexes et urgents. Mais du coup, quel est le public plus précisément qui fait l'objet de cette offre de service ? Alors, les publics qui sont particulièrement concernés par un échange en cellule locale, ce sont les assurés qui sont pris en charge dans le cadre de la maladie ou de l'invalidité, les assurés qui sont victimes d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle. Ce sont aussi les assurés handicapés, tels que le définit le Code du travail, et ce sont les assurés qui sont en voie de reconnaissance travailleurs handicapés. L'objectif, donc, il reste d'améliorer par l'interdisciplinarité et le partage des compétences des différents services qui sont impliqués, la détection et le signalement des situations à risque, puis le développement et le suivi des actions de prévention de désinsertion professionnelle qui sont mises en œuvre par l'assurance maladie. On en parlait tout à l'heure, et c'est ce que j'évoquais en premier, cette détection, ce signalement sont excessivement importants, et à titre d'exemple, je terminerai en vous... important pour donner aujourd'hui le fait que nationalement l'année dernière, 60% des situations qui ont été évoquées en cellule et 60% également des signalements des accompagnements réalisés par le service social de l'assurance maladie dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle étaient issus des signalements pour arrêt de travail supérieur à 90 jours consécutifs. Et alors, si on se tourne peut-être du côté de la médecine du travail, donc Dr Lidov et Dr Azemar, quel est plus particulièrement du coup le rôle des médecins du travail? Parce que là, on voit finalement un petit peu comment l'assurance maladie a essayé de s'organiser pour répondre à cette problématique-là. Les médecins du travail sont forcément des acteurs plus qu'incontournables du maintien dans l'emploi, de l'aménagement des postes, etc. Donc, quelles sont leurs missions et surtout à quel moment ils peuvent intervenir? Parce qu'on sait que notamment il y a une suspension de l'arrêt de travail, du contrat de travail à ce moment-là. Donc voilà, quelles sont les missions, comment vous intervenez et à quel moment? Alors, on a bien dit que les visites d'inaptitude, les problèmes des inaptitudes, vous m'entendez? Oui. Donc on a bien souligné que l'enjeu des inaptitudes ou des restrictions d'aptitude au poste de travail sont un enjeu très important. Les inaptitudes qui débouchent sur un licenciement, ce sont des échecs et ce sont toujours vécus comme des échecs pour le salarié, bien sûr, parce que c'est une inaptitude dans l'emploi, même s'il n'est pas inapte à tout emploi. Alors, pour les médecins du travail, et j'élargirai au service de santé au travail, bien sûr, les médecins du travail, ils ont une place importante au moment de l'examen médical de pré-reprise. On sait que cet examen médical de pré-reprise, c'est un temps très privilégié qui va permettre un échange entre le salarié qui est en situation d'arrêt, donc de suspension de son contrat de travail,
parce qu'il est soit en arrêt maladie, soit en arrêt pour accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle. Et cet échange va se faire donc un colloque singulier entre le médecin du travail, dans un premier temps, et le salarié. Quel est l'intérêt de cette visite? On le sait tous, hein, enfin, pour les médecins du travail, les services de santé au travail, ça, on sait tous quelle est l'importance de cette visite. C'est d'amorcer une dynamique de reprise, parce qu'on est bel et bien, on parle bien de pré-reprise. On est dans la situation où on va chercher les moyens pour que la reprise se passe le mieux possible. Et ce, en mobilisant tous les acteurs. Alors les acteurs, on en a un petit peu déjà évoqué certains. Évidemment, les médecins conseils. Il faut que le médecin du travail puisse s'articuler avec le médecin conseil qui, lui, suit la situation de l'arrêt maladie ou accident du travail. Les services sociaux du travail, donc qu'ils soient dans les services de santé au travail interentreprise ou en entreprise, et les services sociaux de l'assurance maladie, mais aussi avec les personnels de toute l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail pour bâtir un projet de reprise du travail. L'employeur, bien sûr, parce c'est un interlocuteur clé, et les SAMET, les maisons départementales du handicap, en fonction de la problématique qui va être identifiée par le médecin au moment de ce colloque singulier. Et je soulignerai quand même que cette problématique, elle est souvent invisible pour les autres, hein, et c'est bien ça qui fait aussi la force du travail en équipe. Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail, il va pouvoir recommander différentes choses, soit des aménagements de poste et des adaptations du poste. Là, ça pourra se faire en intervention avec l'ergonome de son service de santé au travail, par exemple, ou vers une orientation vers le SAMET, s'il faut en fait bâtir une articulation plus complexe. Il peut préconiser des reclassements, et là le lien se fera plutôt avec l'employeur et l'entreprise. Il peut aussi bâtir avec le salarié en fonction de son projet de vie et son projet professionnel. Il peut essayer de rechercher avec lui des formations professionnelles qui seraient à organiser en vue de faciliter son reclassement ou sa réorientation professionnelle. Et là, les interlocuteurs seront la Maison départementale du handicap, le SAMET, l'assurance maladie. Ce que je voulais resignaler qui est important, c'est que cet examen, bien sûr, cet examen de pré-reprise, c'est un examen confidentiel. Le médecin du travail est soumis au secret médical. Cet examen se réalise à l'initiative du salarié. Enfin, il faut que le salarié, bien sûr, soit d'accord pour cette visite de pré-reprise. Et il faut aussi souligner que le salarié peut s'opposer à ce qu'il y ait un retour d'information vers le médecin conseil ou vers son employeur. S'il s'y oppose, il s'y oppose. Le médecin est tenu au secret médical. Alors, depuis la réforme de la santé au travail et de la médecine du travail qui s'applique depuis juillet 2012, cette visite de pré-reprise, elle a pour objectif d'être systématisée pour les arrêts de plus de 3 mois et organisée par le médecin du travail. Ceci étant, le salarié est en arrêt, cette initiative de demande d'examen de pré-reprise, bien sûr qu'elle reste à l'initiative du salarié, conseillée par le médecin traitant et conseillée aussi par le médecin conseil. Mais la personne clé, c'est le salarié. Les médecins traitants connaissent de plus en plus la possibilité de cet examen et l'utilisent et le mettent en œuvre. Mais cette démarche est, à mon sens, encore sous-utilisée par les médecins conseils. L'employeur, je le rappelle, ne peut pas être à l'initiative de cette visite de pré-reprise. Et ça, c'est important. Le salarié est en suspension de contrat de travail. Donc il faut que ce soit les autres acteurs qui mobilisent cette passerelle. Et autre point important, parce que ce n'est pas aussi clair que ça dans les textes, dans les nouveaux textes, la visite de pré-reprise, bien sûr qu'elle peut avoir lieu pour des arrêts de moins de 3 mois. Ce n'est pas parce qu'il y a une volonté de rendre cette visite plus systématisée quand il y a des arrêts longs que pour un arrêt court, elle ne peut pas être mobilisée. Alors nous avons, dans nos groupes de travail, relevé les principales difficultés et celles que nous avons identifiées. Ça a été un petit peu déjà brossé, c'est l'articulation des échanges entre les médecins du travail et les médecins du conseil afin de pouvoir partager les projets d'aménagement et de reclassement envisagés
Et ces difficultés, on sait qu'elles sont majorées par la diversité des caisses, puisque ce sont les caisses du lieu d'habitat du salarié. Le médecin du travail, lui, il est dans le département du lieu de travail du salarié. Et un médecin du travail et une équipe pluridisciplinaire de santé au travail peut avoir comme interlocuteur l'ensemble des départements franciliens, voire élargi à la grande couronne qu'est la province maintenant. Donc des interlocuteurs très multiples et des voies du coup de communication qui ne sont pas forcément encore toujours aussi simples et identifiées. Autre difficulté bien identifiée, c'est la temporalité de cette visite de pré-reprise. Il faut que, quand elle ait lieu, le médecin du travail ait encore du temps pour solliciter les acteurs du maintien dans l'emploi. Donc trouver le bon timing, ne pas faire une visite de reprise 3 jours avant la reprise, parce que là, on sait combien là, il va être difficile de mobiliser les acteurs. Autre difficulté, un outil sous-utilisé qui est le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, et où il faudra qu'on travaille sur le sujet pour améliorer cette possibilité de reprise du travail. Nous avons donc privilégié des axes qui vont se mettre en œuvre. Nous souhaitons la réalisation de collaborations harmonisées avec les SAMET, qui eux dépendent du département de lieu de travail du salarié, les maisons départementales du handicap qui dépendent du lieu d'habitat du salarié et les services de l'assurance maladie qui dépendent du lieu d'habitat aussi du salarié. Ce que nous souhaitons aussi, c'est poursuivre la formation, l'information des équipes de santé au travail sur tous les parcours d'aide au reclassement. Plus les acteurs sont au courant et tous les acteurs qui interviennent dans le champ de la santé au travail sont au courant des acteurs mobilisables, et plus le circuit peut aller vite et plus on peut être efficace. Ensuite, poursuivre bien sûr une information des instances représentatives des personnels et des employeurs, puisque je l'ai dit, ils ont une place majeure. L'enjeu de la reprise et d'un maintien dans l'emploi, il faut que l'employeur soit partie prenante, de les informer sur tous les dispositifs d'appui existants et qui ne sont encore à ce jour insuffisamment connus. Et donc là, on voit effectivement quel est l'enjeu de mobiliser l'ensemble des acteurs, ressources, avant même la reprise du travail, puisque finalement, c'est avant cette reprise que quelque chose se joue, mais qu'il y a encore des difficultés. Donc peut-être que la réforme de 2012 répondra en partie à ces difficultés. Peut-être du côté aussi du régime agricole, est-ce que vous avez des... Je parle de la réforme, vous voulez que je vous dise un petit peu? Je pense que oui, parce que vous en avez déjà un petit peu parlé. Oui. Si vous pouvez aussi, Alors, ce sera développé par Patrice Chrétien tout à l'heure, mais avec la réforme des services de santé au travail et de la médecine du travail, il va y avoir contractualisation par des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Ouf, quand on a dit ça, alors on les appelle des CEPOM. Quand vous entendrez CEPOM, vous saurez que ce sont les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Bon, ceci étant, je souris, mais c'est important. Donc c'est tripartite, c'est entre le service de santé au travail, la directe et la CRAMIF. L'idée étant dans ces contrats de travailler sur des thèmes privilégiés, et le maintien dans l'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle est un des thèmes obligatoires pour tous. Donc ça sera présent bien sûr dans tous ces contrats, et l'idée c'est de bâtir, mais là je laisserai Patrice Chrétien en parler, c'est d'essayer de bâtir justement un réseau qui puisse se parler et coopérer entre les services de santé au travail et les services de l'assurance maladie, MDPH et SAMET, voilà, dans les années à venir. Alors je passe la parole au docteur Azémar pour la MSA. Voilà, bonjour. Bon, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de choses dites. Toutefois, je vais donner un petit complément. Voilà, le service santé-sécurité au travail est composé de l'équipe pluridisciplinaire, et au sens de la loi de juillet 2012. Donc il y a eu fusion entre le service de santé au travail et de la prévention des risques professionnels, ce qui enrichit la notion de guichet unique en mutuelle sociale agricole, puisqu'il y a tous les services de retraite, cotisation, recouvrement, etc.
Donc pour compléter les propos du docteur Lidov, qui étaient assez détaillés sur la visite de pré-reprise, je peux signaler que ce déclenchement de visite de pré-reprise au bout des 3 mois a permis de constituer une réflexion en caisse centrale, la mutuelle sociale agricole, donc au niveau national, sur l'établissement d'une fiche de liaison en coopération avec les 2 services médicaux, médecins conseil et médecins du travail, car nous avons une proximité du fait du guichet unique. Et ce travail a été assez productif, prenant en compte les demandes et les situations des médecins conseils et les réponses, bien sûr, des médecins du travail. Nous avons été assistés par des juristes, tout en sachant que, sauf opposition du salarié, les échanges entre les 2 médecins de qualifications différentes sont possibles. Mais effectivement, il faut vraiment l'accord du salarié, sachant que sur cette fiche de liaison, il n'y a pas d'échanges médicaux. Il n'y a que des descriptifs de situation. Et effectivement, le médecin du travail peut répondre par des aménagements de poste, un reclassement, voire une formation. Par rapport à cette fiche de liaison qui va être finalisée, dans le cadre, parce que nous avons aussi un plan de santé sécurité au travail 2011-2015 qui correspond au PRST2, nous avons une action locale qui va être mise en route en 2013 et qui consiste effectivement, avec un groupe de médecins du travail et de conseillers en prévention, à faire un travail sur le maintien des handicapés dans l'emploi par motivation pour le développement des aménagements de poste. Voilà, donc pour ce qui est de la visite de pré-reprise, je pense que je ne peux pas en dire plus que le docteur Lidov. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'on soit en équipe pluridisciplinaire depuis longtemps, il ne manque plus que l'introduction des infirmières, les différents acteurs du service sont là vraiment pour essayer de détecter les signalements. Déjà, le médecin du travail lui-même, non pas seulement au niveau de la visite de pré-reprise, mais aussi au cours de toutes les visites, qu'elles soient d'embauche systématique ou à la demande, et ce qui lui permet d'avoir quand même un rôle important pour informer le salarié qui risque ou qui est en situation de handicap sur la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, de l'accompagner pour la maturation de son projet, ce qui n'est pas toujours facile, et surtout de l'aider à l'acceptation de son handicap. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse le deuil de son état de santé antérieur. Et bien sûr, de voir la relation avec son poste de travail. Parce que les médecins conseils, c'est un facteur qui tiennent pas en compte aussi précisément. Voilà. Donc déjà, je voulais dire ça, et je voulais dire aussi qu'on peut aussi également les aider à remplir leurs déclarations. Les déclarations sont quelquefois un petit peu difficiles pour eux. On demande beaucoup d'éléments et les aider donc à cocher juste les endroits où ils doivent se manifester, à savoir que les assistantes sociales aussi peuvent intervenir. Vous savez tous que le salarié peut se retrouver en grande difficulté, déjà des difficultés relationnelles avec son employeur, surtout s'il s'agit d'un accident de travail, puisqu'il va rendre son employeur responsable de son état de santé, mais aussi par rapport à ses collègues, car l'handicap n'est pas toujours visible, et l'intégration du travailleur handicapé donc, nécessite quand même un accompagnement important, et d'une part éviter le fait qu'il se croit comme les autres et de pouvoir accomplir les mêmes tâches, et auquel cas se retrouver avec un surcroît de travail. C'est pourquoi on trouve que le lien avec le SAMET pour nous est très important, et ainsi pour le maintien dans l'emploi. Et c'est vrai que pour les inaptitudes partielles, on se tourne aussi vers la MDPH régulièrement. Pour les autres acteurs de signalement, nous avons dans notre équipe des conseillers en prévention qui effectuent des études de poste, qui effectuent des visites d'entreprise et qui peuvent très bien rencontrer des salariés, même au cours de formations de secourisme ou de gestes et postures, qu'on appelle PRAP maintenant, rencontrer des personnes qui peuvent être en situation de handicap. Et à ce moment-là, il signale aux salariés la possibilité et il l'oriente vers la médecine du travail, sachant aussi que les conseillers en prévention ont des rapports de coopération avec les SAMET. Les assistantes sociales jouent également un rôle. Malheureusement, en MSA, elles ont actuellement un rôle plus collectif qu'elles n'ont eu auparavant, mais quand on leur signale des cas, elles s'en occupent bien évidemment individuellement et par département, puisque nous sommes répartis sur le territoire essentiellement par département.
Voilà, donc pour nous, les propositions, c'est des conclusions identiques, c'est-à-dire en fait déjà de former les médecins du travail et les conseillers en prévention sur le handicap, renforcer le dépistage précoce des travailleurs handicapés auprès des médecins traitants, auprès des employeurs, auprès des salariés, auprès des conseillers en prévention, auprès de tous les acteurs, et évidemment créer des liaisons plus directes, plus faciles avec vos services compétents. À côté de ce service santé sécurité au travail, c'est vrai qu'il existe cette fois-ci en entreprise des cellules de coordination également, mais de façon locale, avec des personnes de ressources humaines, des assistantes sociales, des conseillers en prévention, des médecins du travail, des salariés, des représentants syndicaux également. Et il existe également des missions dans les grandes entreprises, des missions handicap dans les grandes entreprises. Voilà ce que je voulais vous apporter pour le régime agricole. Merci de votre écoute. Merci. Donc effectivement, on voit que les actions diffèrent un petit peu, le dispositif sont un petit peu différents, mais finalement, c'est toujours dans une philosophie commune qui est de faciliter les démarches de l'ensemble des acteurs et de faciliter aussi les démarches de la personne qui est en situation, qui est en difficulté. Et alors tout à l'heure, je voulais rebondir aussi sur ce que disait le docteur Guido tout à l'heure, qui évoquait les partenariats qui se mettaient en place, notamment avec l'assurance maladie. Peut-être voir avec vous, monsieur Chrétien, les différents partenariats qui avaient pu être mis en place ou qui allaient se mettre en place pour faciliter les contacts avec les services de santé au travail notamment. Effectivement, pour ce qui nous concerne, la direction régionale des risques professionnels, les partenariats avec les services interentreprises de santé au travail sont assez anciens. Ils remontent à 10 ans maintenant pour les premiers. Par contre, pour la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est beaucoup plus récent. Les premiers partenariats remontent à 2009. Ils ont été développés à la demande de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Et donc ces premiers partenariats portaient sur une enquête régionale réalisée par les services de santé au travail interentreprises. Donc à peu près pour un peu moins de la moitié d'entre eux. Afin d'aller au-delà de cette étude régionale, on a souhaité proposer un nouveau type de partenariat aux services interentreprises. Et lorsque nous avons reçu, dans le cadre de nos contacts avec les services, en juin 2011, dans cette même salle, nous leur avons fait une proposition de partenariat qui s'inscrivent dans leur fonctionnement, dans leur cadre de fonctionnement, en fonction de leur taille, de leur situation, de leur histoire, de leur tissu d'entreprise et de leur situation géographique. Ces propositions ont été bien reçues par nos partenaires et ça aboutit à une mise en place de ces nouveaux partenariats à partir de début 2012. Aujourd'hui, on a une douzaine de partenariats signés ou en cours de signature. Alors en quoi que visent-ils ces partenariats? Alors principalement à favoriser les contacts. Alors les contacts vers le service de santé au travail, donc il est attendu un contact identifié au sein du service pour la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est aussi une démarche bien claire, bien connue pour pouvoir joindre un médecin du travail pour une situation de maintien dans l'emploi pour un des salariés suivis par le service interentreprise. C'est aussi promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle vers 3 cibles. À l'interne, au service de santé au travail, vers les médecins du travail et les équipes pluridisciplinaires. C'est ce que nous a dit Evelyne Lidov il y a quelques minutes. Ces informations ou ces formations qui doivent leur être destinées porteront sur l'importance de la visite de pré-reprise, ses modalités, sur les aides, notamment celles de la GFIP, sur les cellules de l'assurance maladie, donc d'une manière très large et information qui doit effectivement tenir compte de l'évolution suite à la réforme de la santé au travail
de juillet 2011. Deuxième cible, les entreprises et leurs partenaires sociaux, donc les CHSCT et les délégués du personnel doivent être également informés. Alors, selon l'organisation du service de santé au travail, ça peut être par le site internet, ça peut être par des publications, par des réunions d'information, par des courriels, par des remises de documents. Donc en fonction vraiment de l'organisation de chaque service. On a une très grande diversité de taille et d'organisation des services interentreprises en Ile-de-France, et l'objectif, c'est que ces puissent s'adapter à chaque fonctionnement. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de complètement formaté. Information vers les salariés, bien évidemment. Et là, ce sera plutôt lors de leur venue dans les centres pour leur visite médicale. Donc ce sera par affichage, par remise de documents. Certains services de santé au travail ont déjà créé des plaquettes d'information dédiées au maintien dans l'emploi et à la prévention de la désinsertion professionnelle. Autre point sur lequel on a souhaité mettre l'accent, c'est d'encourager les services de santé au travail à mettre en place une entité dédiée pour la prévention de la désinsertion professionnelle. Là encore, cette organisation, cette entité, elle doit dépendre de l'organisation du service de santé au travail, de sa taille. Il est évident qu'un service qui aura 5 médecins du travail ou celui qui en aura 50 n'auront pas la même organisation. Donc là, c'est vraiment, là encore, en fonction de la situation de chaque service. Un des autres points que nous attendons dans le cadre de ces partenariats sera d'avoir une meilleure connaissance par la communication des données annuelles relatives aux inaptitudes et aux visites de pré-reprise, de façon à avoir une meilleure visibilité de la situation au plan régional. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à ces partenariats bilatéraux, ils ont fait l'objet pour la plupart des services ou signataires ou qui sont sur le point de signer, c'est qu'il y a eu déjà des rencontres entre les équipes prévention de la désinsertion professionnelle des services de santé au travail et notre service prévention. Donc j'en profite pour saluer celles et ceux que je n'ai pas encore salués et qui sont dans la salle. Et ces partenariats, je dirais, se concrétisent aussi par des contacts en dehors de ces réunions et des contacts qui sont également assez souvent en dehors du champ même de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'être le relais vers mes collègues ou vers d'autres partenaires. Les engagements qui se dessinent dans le cadre de ces partenariats, est-ce que vous auriez peut-être des exemples d'outils qui permettent de faciliter justement ces contacts, ces relations entre les services de santé au travail, l'assurance maladie, etc. Alors, au-delà de notre cœur de métier, pour lequel je vous aurais cité les sites de l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, ou le site du ministère chargé du travail, travaillermieux.gouv, là, je voudrais vous citer, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le site des maladies professionnelles de l'assurance maladie risque professionnel. Alors c'est un site internet qui a été développé par la CRAMIF, qui comporte trois volets. Un volet repéré, un volet déclaré, et pour ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est le volet orienté, qui a été mis en place à partir de mai ou juin 2011, et qui comporte un certain nombre d'informations, avec notamment les coordonnées des médecins conseils par département. Alors, de mes rencontres avec les services de santé au travail, j'entends souvent qu'il est assez difficile pour les médecins du travail de joindre les médecins conseils par le 3646. Donc là, vous trouverez par département
les numéros de téléphone à 10 chiffres pour pouvoir contacter un médecin conseil, et puis également une adresse mail générique qui a été spécialement dédiée à cet effet. On y trouve aussi les coordonnées des services de santé au travail. Donc si certains services de santé au travail constatent que des besoins de changement dans les coordonnées sont à faire, n'hésitez pas à me le signaler. Et puis on y retrouve les coordonnées des SAMET en lien avec la GFIP, les coordonnées des MDPH et puis les centres de consultation de pathologie professionnelle. Alors, ce site internet, puisqu'on a évoqué tout à l'heure toujours les difficultés entre le département lieu de travail, le département domicile, avec également le fait que de nombreux salariés habitent hors Île-de-France, ce site internet qui a une portée nationale comprend les renseignements pour l'ensemble des départements métropolitains. Donc n'hésitez pas à aller y chercher des informations. Elles ne sont pas toujours de façon identique, mais c'est déjà une bonne piste pour avoir des éléments d'information complémentaires. Anecdotique entre guillemets de donner des numéros de téléphone, mais on sait que voilà, c'est quand même des choses qui sont concrètement utiles, notamment dans les organisations qui des fois peuvent être un petit peu alors on sait que la rapidité est importante dans ces cas-là. Ouais. Si jamais vous n'avez pas noté le nom de ce site, donc allez sur un des meilleurs sites qui existent, cramif.fr. Sur la partie prévention, et là quand vous êtes arrivé sur la partie prévention, vous regardez à droite de votre écran et vous trouverez le lien pour le site des maladies professionnelles. Merci. Alors on va peut-être aussi, et certainement, voir un petit peu ce que fait aussi la GFIP, et qui est aussi un acteur incontournable. On l'a vu tout au long de l'intervention des différents partenaires, que vous êtes un soutien indispensable justement à la mise en place de ces actions-là. Alors justement, quels sont les services que vous pouvez proposer à la fois aux acteurs qui sont ici, aux assurés, aux employeurs ? Donc effectivement, on a entendu beaucoup parler des SAMET, et je suis assez heureuse de pouvoir vous présenter plus en détail ce service, qui est donc un service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. C'est un service donc entièrement dédié à cet appui. Service national de la GFIP. Il s'adresse donc à qui ? Tant aux employeurs qu'aux salariés du secteur privé comme du secteur public. Pour le secteur public, c'est par voie de convention avec le FIP, également aux exploitants agricoles et aux travailleurs indépendants. L'existence de ce service, c'est vraiment l'expression forte de la volonté de la GFIP de renforcer l'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de la loi de février 2005, comme de ceux en voie de le devenir dans les situations de maintien dans l'emploi et des entreprises qui sont confrontées à ces situations. Donc, on l'a déjà dit, c'est un acteur complémentaire qui intervient en appui aux médecins du travail, sur sollicitation soit du médecin du travail, soit de l'employeur, soit du salarié, soit de tout autre intervenant. Et on en a des exemples, bien entendu. Alors, juste un petit point de détail. Pour la fonction publique, seuls les représentants des employeurs ou les employeurs eux-mêmes peuvent solliciter directement le SAMET, pas les salariés. Alors, le rôle du SAMET, c'est bien entendu d'aider à la recherche de solutions pour permettre aux salariés de conserver son emploi dans son entreprise ou au sein du groupe auquel appartient l'entreprise. Donc conserver son emploi, c'est soit pouvoir aménager le poste de travail, soit évoluer vers un autre poste, voire vers un autre métier. Les conditions de cette intervention, là aussi, ça a été dit par rapport au médecin du travail, c'est la même chose pour un SAMET. Il est indispensable que le SAMET recueille l'avis, enfin l'accord du salarié et l'accord de l'employeur après avoir sollicité l'avis du médecin du travail.
Si ce n'est pas le médecin du travail, bien entendu, qu'il le sollicite en premier, il faut impérativement recueillir l'avis de ce médecin. Alors les qualités du service, elles sont importantes parce que c'est ce qui permet de décliner ensuite les modalités de l'intervention. Donc le SAMET est soumis à la confidentialité, c'est un acteur neutre par rapport aux autres acteurs de l'entreprise et c'est ce qui lui permet de faire évoluer et l'employeur et le salarié, de progresser dans cette démarche de maintien en dépassant les peurs, les a priori, les blocages. Ça, c'est très important. Donc, une fois que l'accord est obtenu, on peut avancer et le SAMET peut vraiment faire une offre de service et permettre une intervention. Alors, c'est un expert, le SAMET, c'est en ce sens qu'il peut appuyer les autres acteurs. C'est un expert sur le champ du handicap. Il connaît tous les dispositifs, tant spécifiques que droit commun, et c'est ce qui lui permet de pouvoir proposer un plan d'action réaliste, compatible au sein de l'entreprise. Donc, compatible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça convient tant à l'entreprise qu'aux salariés, mais également au collectif de travail. Pour pouvoir construire un parcours, le SAMET peut être amené à mobiliser d'autres acteurs, des acteurs qui sont spécialisés sur une déficience, des acteurs de la formation. Quand on évolue vers un autre métier, souvent on passe par la formation. Et dans ce cadre-là, le SAMET coordonne l'ensemble de ces acteurs. Et bien entendu, il va restituer les conclusions de toutes ces actions entreprises, les différentes prestations. Il va donc construire ce parcours en restituant les conclusions tant à l'employeur, tant aux salariés, tant aux médecins du travail qui seront réunis ensemble si nécessaire. J'en suis là. Donc l'objectif du SAMET, c'est bien de maintenir une dynamique tout au long de ce parcours qui prend un certain temps, suivant la complexité des situations. C'est bien aussi de s'assurer de la faisabilité de la solution, tant sur un plan technique, organisationnel que financier. Et le SAMET va pouvoir aider à constituer des demandes de financement en prenant relais auprès des différentes institutions, également évidemment auprès de la GFIP, ça c'est bien clair. Le SAMET va accompagner donc cette démarche de maintien jusqu'à la solution définitive, mais surtout jusqu'à la consolidation de l'emploi du salarié dans l'entreprise. Alors là encore, un petit point de détail par rapport à la fonction publique. Le SAMET, par rapport à la fonction publique, va s'arrêter avant, c'est-à-dire il ne va pas jusqu'à solliciter les aides du FIP, puisque ce sont les employeurs et les salariés qui s'adressent directement au FIP. Voilà. J'espère que ça vous convient. J'ai une question, c'est-à-dire en fait, là on voit un petit peu l'offre de service que vous proposez, les actions qui se mettent en place. On a vu tout à l'heure que notamment le salarié est l'acteur principal aussi au moment de la visite de prise par exemple, puisque c'est lui qui doit être aussi à l'initiative, mais tout au long du parcours. Et un des axes de la charte régionale de maintien dans l'emploi, c'est aussi informer et sensibiliser les acteurs à tout ce qui existe. Donc comment est-ce que vous communiquez, vous sensibilisez l'ensemble des acteurs, y compris le salarié aussi, puisque finalement s'il n'a pas connaissance de ces dispositifs-là, il y a quand même quelque chose qui va manquer. Tout à fait. Alors je veux quand même repréciser que le SAMET ne prospecte pas, il ne vend pas un service, je l'ai dit et je ne peux que le redire, il répond à des sollicitations. Ça, c'est donc quelque chose de très important. Ça veut dire que c'est la GFIP qui, par rapport à ce service SAMET qu'elle a mis en place, est en charge de la promotion de ce service. Donc, comment elle le fait? Par le voie de son site, c'est clair, des onglets, un onglet entreprise, un onglet personnes handicapées, un onglet acteurs de l'entreprise.
Sur ce site, vous allez y trouver des cahiers. Le dernier cahier, c'est justement sur l'aménagement des situations de travail. Vous allez trouver des webzines. Des webzines, c'est des petites vidéos avec des témoignages et surtout le déroulement des étapes clés de la démarche, de l'exemple, de la situation qui est donnée. Vous avez des campagnes d'affichage. La semaine pour l'emploi, on en sort, vous en avez certainement tous entendu parler, soit sur la presse, soit en écoutant la télévision. Bref, un ensemble soit d'événementiel, soit de communication au long cours toute l'année. Et puis les autres services également de la GFIP qui communiquent auprès des employeurs et des salariés, les relais entre eux. Et notamment le service Alter, Alter est un service qui s'adresse aux entreprises, avec une cible des entreprises nouvellement contribuantes. Donc, en fonction de ce que ce service repère comme besoin dans les entreprises, va bien entendu faire le relais sur le bon acteur, qui est soit Cap Emploi en fonction d'un recrutement, soit SAMET dans les situations de maintien dans l'emploi. En 2013, on aura une campagne ciblée à la GFIP sur le maintien dans l'emploi, puisque c'est une des priorités de la GFIP, on l'a dit en ouverture, de renforcer les actions dans le domaine du maintien dans l'emploi. Alors au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas les grandes lignes, nous n'en avons pas encore les grandes lignes de cette communication. Toujours est-il que ça sera une communication de proximité que les délégations régionales vont mettre en œuvre. Et nous, justement, en Île-de-France, nous aimerions, dans le cadre de cette campagne-là, cibler les services de santé au travail afin de mieux travailler avec ces services de santé au travail, mieux articuler l'offre de services à mettre avec les services de santé au travail, en lien avec la nouvelle offre d'intervention de la GFIP 2012-2015, qui n'est pas sans effet quand même sur des partenariats en renforçant des prescriptions d'aide via les SAMET. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est vrai que dans le partenariat, je dirais, obligé des SAMET avec les médecins du travail, pour pouvoir avoir des sollicitations et pouvoir travailler facilement avec ces services-là, avec les médecins du travail. Ce sont surtout les SAMET qui effectivement informent les partenaires de santé au travail des évolutions de la GFIP, des nouvelles aides. Et on l'a vu, et on va que le redire, c'est que dans une région avec une telle densité économique, un nombre d'acteurs si important, il nous faut pouvoir améliorer cette efficience au niveau régional, d'autant plus que, docteur Lidov l'a bien dit, on a un salarié sur deux, enfin on dit un pour faire schéma, mais ça peut être plus sur certains départements, un salarié sur deux qui travaille dans un département hors du domicile où il est. Donc on a forcément des relations interdépartementales et dans le cadre de la charte nous permet de pouvoir le poser et de pouvoir avancer dans ces démarches. Nous aimerions effectivement trouver la même efficience que celle que les acteurs locaux ont réussi entre eux en échangeant, en mettant en œuvre des collaborations, des modalités d'échange. Nous aimerions mieux au niveau de l'échelle de la région améliorer donc ces échanges et si possible en harmonisant les supports d'échange entre les différents partenaires. Voilà nos objectifs, voilà nos souhaits, c'est d'atteindre cette efficience au niveau régional. Et au niveau peut-être aussi de la branche, des branches professionnelles, des partenaires sociaux, parce qu'on sait que l'entreprise est quand même l'employeur en définitive, c'est quand même aussi lui qui sera responsable de toutes ces actions-là. Donc qu'est-ce qui existe, toujours pareil autour de ce texte d'information, de communication autour de ces actions-là, de co-construction avec l'ensemble des acteurs. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui, donc par rapport aux entreprises, on a parlé tout à l'heure des partenariats avec les services de santé au travail et la cible que sont les entreprises, les CHSCT et les délégués du personnel. Alors, ce que je voudrais en profiter pour dire et rebondir sur
sur les propos du docteur Lidov sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. C'est pour dire que nos partenariats, qui aujourd'hui sont des partenariats bilatéraux, auront vocation à être annexés ou intégrés aux futurs contrats pluriannuels. Hein. Donc de toute façon, pour les services de santé au travail qui n'auraient pas encore signé de partenariat bilatéral et qui se poseraient la question de savoir si ça vaut le coup de le faire avec les démarrages des prochains CEPOM, je dirais oui, c'est un début de travail sur le sujet, un début de travail en commun, et que ça permettra de gagner du temps pour le futur. Sachant que la prévention de la désinsertion professionnelle aura une place fondamentale dans ces contrats pluriannuels et que cette place devrait concerner l'ensemble des services de santé au travail et pas seulement les services de santé au travail volontaires comme pour le partenariat actuel. Je voudrais également signaler aux services de santé au travail interentreprises qui sont présents, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, une réunion sera organisée le 12 décembre dans cette salle. Nous aurons une matinée d'échange sur la construction des CEPOM. Donc, alors, je voudrais insister sur le fait que la prévention de la désinsertion professionnelle est quelque chose d'extrêmement important et sur laquelle nos partenaires sociaux, employeurs et salariés portent une attention tout à fait particulière. Alors, je prendrai deux exemples. Au plan national, la commission des accidents du travail et maladies professionnelles a proposé pour la future convention d'objectifs et de gestion 2013-2016 entre la branche accidents du travail, maladies professionnelles et l'État, que la prévention de la désinsertion professionnelle est une place tout à fait identifiée, et la PDP, la prévention de la désinsertion professionnelle, figure dès le préambule. Hein. C'est pour dire à quel point nos partenaires sociaux attachent une grande importance à cette question. Un autre exemple que je voudrais citer au plan régional, cette fois-ci, toujours pour les accidents du travail maladie professionnelle, c'est la PDP est un des thèmes que retiennent nos partenaires sociaux dans le cadre des comités techniques régionaux pour les prochaines orientations. Donc que ce soit au plan national, que ce soit au plan régional, la PDP est un sujet important pour l'ensemble de nos partenaires sociaux. C'est un sujet important, mais ces acteurs sont nombreux, c'est un sujet complexe, et ça a été l'objet, la PDP, toute sa complexité, toute sa diversité, et les contributions de notre service ont été l'objet d'une présentation justement auprès de nos comités techniques régionaux au mois de juin. Et ça a été l'occasion de leur faire part de nos contributions. Alors on a évoqué tout à l'heure les cellules PDP, la charte régionale maintien dans l'emploi, les travaux du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés auxquels nous contribuons, et puis également le plan régional santé-travail. Donc c'est toute cette diversité de contributions qui a été présentée à nos partenaires sociaux. Parce que pour notre service prévention, qui mène des actions de conseil et de contrôle, notre objectif est d'amener l'entreprise à mieux maîtriser ses risques et à réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc on est plutôt sur de l'action collective, très en amont, primaire, plutôt que sur des actions tertiaires et individuelles. Donc on ne sera pas comme certains des partenaires et certains d'entre vous sur de l'action individuelle. Même si lors de réunions de CHSCT ou lors de visites de suivi d'entreprise, nous sommes amenés à intervenir aussi sur quelques situations individuelles, mais ça n'est pas
notre cœur de métier. Ce ne sont pas les situations les plus fréquentes que nous rencontrons. Alors, au-delà de nos missions traditionnelles, je voudrais vous donner quelques exemples d'actions de notre service en lien avec la prévention des insertions professionnelles. Alors, un premier exemple, un exemple de partenariat, donc avec le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, dont l'association OETH, avec qui nous avons un partenariat depuis plusieurs années. L'association OETF gère l'accord de branche handicap de ce secteur. Et donc depuis 2008, nous contribuons à des actions de prévention du handicap en matière de troubles musculo-squelettiques et de risques psychosociaux. Pour mémoire, tout cela concerne 440 000 salariés au plan national et environ 80 000 en Île-de-France. Deuxième exemple d'action, à un moment où les choses commençaient à se mettre en place pour travailler au sein des cellules, ce sont des réunions d'information entre le service prévention et les chargés de mission de OETH, par exemple, hein, l'objectif étant de connaître d'un côté et de l'autre nos missions et nos contraintes. Et puis, de la même façon, avec les chargés de mission de OETH et, avec l'AGFIP et les SAMET, merci Michel, nous avons eu les mêmes contacts de façon à mieux nous connaître les uns et les autres et de pouvoir parler de nos missions et de nos métiers. Également, je voudrais citer les contributions que nous apportons à des travaux ou à des publications avec un volet maintien dans l'emploi concernant des secteurs comme celui de la propreté. Là, je vous dirai un mot sur la réunion débat qui se tiendra dans cette même salle le 11 décembre, qui a pour but de présenter et de mieux faire connaître le guide prévention propreté. Et puis un autre exemple qui est celui du secteur de l'hôtellerie-restauration, pour lequel Christophe Balu, qui est là, et également la cellule prévention de la désinsertion professionnelle de Paris ont contribué à la réalisation d'une plaquette qui a été présentée à l'occasion du salon Équipe Hôtel. Dernier exemple, dans nos actions sont aussi des conférences ou des réunions d'information. Ça a été l'organisation d'une conférence sur l'intérêt du retour précoce du lombalgique au travail pour le milieu de soins. Donc, on reboucle un petit peu avec ce qui vous sera présenté en fin de journée. Donc, je voudrais refaire un clin d'œil aussi pour mes collègues et vous dire que je vous recommande de rester jusqu'à la fin de la journée et notamment pour entendre leurs témoignages. Le témoignage de mes collègues du service prévention, donc sur le secteur du soin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces échanges. Je pense que, alors on a prévu un temps d'échange puisque le but du jeu c'est de réagir un petit peu à ce qui vous a été présenté. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges, je pense intéressants pour vous. Donc on a une pause qui est prévue à 11h moins le quart, donc dans un quart d'heure à peu près. Voilà, il y a des micros qui circulent, donc je vous propose de poser vos questions aux intervenants de la table ronde. Pas tous en même temps. J'en ai pas préparé, moi. Bonjour, je suis salariée de l'entreprise UPS depuis 13 ans. J'ai été victime d'un accident du travail en 21 août 2006. Je suis reconnue travailleur handicapé depuis 2007. J'ai jamais cessé entre deux opérations de travailler en mi-temps thérapeutique. J'ai maintenant réussi à acquérir, grâce à l'AGFIP et la SAMET et la médecine du travail, bien entendu avec l'ergonome, un aménagement de poste sur mon lieu de travail. Maintenant, l'aménagement de poste est vraiment très bien ficelé, mais il reste encore un souci, étant donné qu'en capacité moteur, j'ai un petit peu de difficulté au niveau de mes jambes et beaucoup au niveau de mes bras, notamment le bras droit qui est
quasiment inerte. Alors, ma question est, en fait, la GFIP contribue bien sûr à l'aménagement de mon poste, donc très bien. Maintenant, je me heurte vis-à-vis de la conduite, où je ne peux pas me prendre les transports en commun parce que, oui, j'ai une carte de priorité, mais dans les bus, on ne peut pas céder sa priorité quand on est debout et que le bus est en route. Les gens ne peuvent pas me laisser la place, ou bien je ne peux pas demander décemment à une personne âgée de me laisser sa place. Donc, bien sûr, c'est par le biais de la voiture que je me fais mes déplacements personnels, et au niveau du travail, j'ai une demi-heure de trajet. Maintenant, on me refuse le droit à la GFIP parce que je n'ai pas de handicap physique, c'est-à-dire je ne suis pas déplacée en fauteuil roulant. Mais mon problème est que le bras droit ne réagit pas. Donc, grâce à la SAMET et à la MDPH, on m'a conseillé de m'orienter vers un spécialiste de l'automobile. Et Recoto, je ne sais plus les noms, m'ont équipé mon véhicule. En fait, me disent la procédure à équiper le véhicule avec des commodos qui se déplacent de la gauche à la droite, de la droite à la gauche, une boîte automatique obligatoire, des rétroviseurs panoramiques. Et le problème, c'est que la GFIP ne peut pas contribuer à ce genre de prestations. Je ne suis pas dans la capacité de changer de véhicule, étant donné que mon véhicule est neuf d'il y a 2 ans, et c'est une boîte manuelle. Mais en boîte automatique, il faut passer par l'achat d'un véhicule parce que le prestataire auto handicap ne peut répondre qu'avec la suppression de la pédale d'embrayage, mais rajoute une difficulté supplémentaire sur un levier de vitesse avec un bouton pour passer les vitesses. Donc ma question, en fait, ok, la GFIP, évidemment, aide énormément les handicapés moteurs avec leur fauteuil handicap, mais au niveau des bras, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là ? Est-ce que l'employeur a une obligation de financer également, et non seulement le bureau, mais l'aide à la conduite, en fait, pour se déplacer au travail? Parce qu'autrement, tous ces équipements-là, à terme, ne me serviront plus à rien, parce que je ne pourrai pas conduire ma voiture. La préfecture a déjà fait un effet changement définitif au niveau de la boîte automatique. Donc, dès l'instant que j'aurai fait une modification de permis de conduire, je ne pourrai plus rouler. Voilà. Quel acteur je peux solliciter pour obtenir cette aide? Merci. La question de la problématique globale du lien entre justement le domicile et le travail, et la question de justement comment, notamment la question des véhicules qui se pose entre les deux, sera aussi abordée cet après-midi sur la question voilà, des solutions techniques et de la démarche globale qui peut être menée par le CICAD. Peut-être Madame Abderrahmane, vous voulez répondre sur la question qui a été posée? Je ne peux que répondre en partie, hélas, puisque Madame, vous faites référence à la modification des aides de la GFIP, et dernièrement et jusqu'avant janvier 2012, nous pouvions dans certains cas financer l'acquisition de véhicules. Nous le pouvons toujours, à condition que effectivement les aménagements ne soient possibles que sur un type de véhicule. Donc, et vous avez raison, ça concerne surtout des personnes très lourdement handicapées qui n'ont pas d'autre solution que d'acquérir un véhicule pour pouvoir aménager ce véhicule suivant certaines catégories. Et vous, comme tous les acteurs SAMET, qui avaient, c'est vrai, l'habitude de solliciter facilement et simplement, connaissant bien les conditions d'intervention de la GFIP, eh bien, effectivement, je dirais, solutionnait très vite et très simplement ce type de situation. Vous avez raison, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut pouvoir se retourner vers d'autres acteurs. Donc là, quels sont les autres acteurs qui peuvent intervenir? Est-ce que, là, vraiment, c'est d'autres acteurs qui, éventuellement, autour de moi, je leur relance également la balle. Je n'ai pas d'autres solutions pour l'instant. En tous les cas, sur une situation individuelle, vous en serez bien d'accord, on ne va pas pouvoir l'aborder ici. Voilà. Donc, mais vous pointez du doigt quelque chose sur lequel tout le monde sur le terrain a des difficultés, et elles nous remontent quotidiennement. Et tous les instructeurs, et j'ai 2 collègues dans la salle, sont quotidiennement confrontés à ces situations-là aussi. Et c'est vrai que ça nous est particulièrement à tous pénible. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question
assez simple. Je suis chargée de mission dans une société qui aujourd'hui n'a pas d'accord et qui va passer dans un accord agréé par la Directe à partir de 2013. Donc mon travail aujourd'hui, c'est de travailler beaucoup avec les SAMET. Je fais énormément de travail avec eux et je suis absolument satisfaite des prestations qu'ils mettent en place. Par contre, ma question, c'est de savoir l'année prochaine, puisque je ne peux plus faire appel aux SAMET, comment je peux en fait mettre en place des coordinations, parce que je suis également sur le périmètre national, pour effectivement travailler au mieux sur le périmètre du maintien à l'emploi. Bon, ma question est, je ne sais pas, je ne trouve pas de réponse, donc je pose la question aujourd'hui en espérant que vous pourrez peut-être me trouver une solution. C'est encore à moi de répondre, je crois bien. Donc vous dites que vous ne pouvez plus avoir accès au service SAMET l'année prochaine parce que vous avez dépassé les 6% de taux d'emploi. Non, pas les 6%, on est en dessous des 6%. Ah, parce que vous êtes en dessous des... Absolument, voilà. voilà. D'accord, ok, oui c'est vrai, vous avez raison. Et comment faire? Eh bien, s'adresser non pas au SAMET, mais au gestionnaire du SAMET. Si vous pouvez financer quelque chose qui peut s'apparenter à un service SAMET sans l'appeler SAMET, puisque c'est l'offre de service de la GFIP, aucune opposition. Hein. J'ai pas l'impression, chaque fois que j'ai sollicité les SAMET, que j'ai posé la question dans ce cadre de l'année prochaine, j'ai pas l'impression que les SAMET ont chaque fois des prestataires qui puissent répondre directement à des sollicitations qui ne rentrent pas dans le cadre donc, des prestataires AGFIP en fait. Bah, effectivement, la sollicitation du service SAMET, c'est un service AGFIP. Dès lors qu'on pose des conditions d'accès, elles doivent être respectées. C'est très bien, ils les respectent, vous m'en informez, c'est parfait. Maintenant, libre après à chacun, après vous êtes dans une offre commerciale, donc libre à chacun de prendre une offre commerciale ou pas. Ça, je ne peux pas répondre pour eux. Si je peux, je vais m'asseoir. Oui, merci Myriam. Myriam Chalouin, donc je suis intervenue tout à l'heure. Dans le cadre effectivement d'un accord d'entreprise, le principe de l'accord d'entreprise, c'est que le montant de la contribution qui normalement est versée à la GFIP sert de budget du coup à l'accord d'entreprise. Et donc au sein de cet accord, tous les champs sur l'insertion de la personne handicapée dans l'entreprise sont abordés, c'est-à-dire la formation professionnelle, l'insertion, le maintien, etc. Donc, en fait, quand vous avez un accord d'entreprise, vous ne pouvez plus accéder à l'ingénierie du SAMET, mais c'est un partenariat à construire dans le cadre de l'accord pour pouvoir s'appuyer, effectivement. Alors là, se retourner, justement, à mon avis, notamment sur le service de santé au travail de l'entreprise et l'équipe pluridisciplinaire, parce qu'elle me paraît là, du coup, essentielle, et éventuellement d'autres acteurs. Alors je ne sais pas, d'ailleurs j'avais pas vu la personne qui est intervenue, voilà. Je ne sais pas où vous allez signer, enfin le siège de votre entreprise, sur quel département il est. C'est quelque chose dont vous pouvez discuter avec l'unité territoriale auprès de laquelle vous allez déposer votre accord et qui sera agréé. Voilà, mais ce sont effectivement, alors dans le cadre d'un premier accord, des partenariats à construire, mais il y a des relais à prendre. Voilà. Merci Myriam. Oui, bonjour. Alors, j'aurais une question assez simple à vous poser. En fait, quel recours a un salarié si son employeur n'a pas la volonté d'un véritable maintien dans l'emploi? C'est-à-dire que là, si j'ai bien compris, en fait, le maintien dans l'emploi se fait essentiellement, je dirais, à la décision, à la volonté d'un employeur de garder un salarié dans son établissement. Et ma deuxième question rejoint un peu celle-là, c'est-à-dire que on a parlé des SAMET, et effectivement, il existe aussi, comme vous l'avez souligné, l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dont certaines associations en fait ont un accord de branche. Et par rapport à ça, le salarié n'a pas du tout la possibilité de rentrer en contact avec un interlocuteur de l'OETH, ce qui fait que c'est à l'employeur en fait
de négocier, de gérer, d'anticiper en fait tout le projet de maintien à l'emploi pour le salarié, logiquement en lien avec le salarié, et ce qui peut poser peut-être le problème à un moment donné de la confiance que l'on accorde à son employeur si cet employeur n'a pas forcément la volonté de vous garder. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu quels étaient les recours, à savoir qu'il existe effectivement, et on n'en a pas parlé, des recours plutôt juridiques. Je pense notamment à la haute autorité de lutte contre la discrimination qui peut aussi vous aider dans ce cas-là. Voilà, donc... L'obligation des employeurs en la matière, la responsabilité. Oui, alors ce qu'on a... Ça marche ? Donc par rapport à ce que vous dites est tout à fait juste, hein, il faut obtenir... il faut arriver à persuader l'employeur et c'est pas forcément chose facile. C'est bien ce qu'on a essayé de décrire là, c'est-à-dire se dire que plus on aura travaillé en amont sur de rassurer l'employeur sur le fait qu'un aménagement réussi fera que la personne restera compétitive dans l'emploi qu'elle va continuer à occuper, dans l'emploi aménagé qu'elle continuera à occuper. Il n'empêche que quelquefois, effectivement, il y a des obstacles qui font que l'employeur va plutôt aller vers l'envie, qui est une situation qui aille vers une inaptitude, puisqu'en fait, c'est tout l'enjeu de l'aptitude avec maintien et aménagement ou de l'inaptitude. Et on entend de plus en plus, là je le dis, mais c'est une réalité d'employeurs qui disent... dites-moi s'il est apte ou inapte. Et en fait, la vie n'est pas binaire. Donc, c'est tout ce travail en réseau qu'on veut essayer justement de privilégier et d'étoffer dans les années à venir pour faire que le salarié ne reste pas seul face à cette dualité et à cette injonction. Alors, par rapport aux voies de recours, donc les voies de recours, si jamais il y a vraiment une pression et une décision d'avis d'aptitude qui fait que ça peut effectivement mettre le salarié, que le salarié se sente en danger par rapport au maintien de son emploi dans l'entreprise où il est. Alors, le salarié peut contester l'avis d'aptitude, c'est important, c'est-à-dire que l'employeur aussi le fait, donc le salarié aussi, s'il sent que par rapport à ce qui est notifié, il a besoin d'un interlocuteur tiers, le tiers étant l'inspecteur du travail, donc il conteste auprès de l'inspecteur du travail. L'avis du médecin, mais s'il est d'accord avec l'avis du médecin, mais qu'il est plutôt effectivement en difficulté avec son employeur, c'est aussi de rencontrer l'inspecteur du travail et d'évoquer sa problématique pour que sur le plan juridique, on étudie les possibilités. D'accord, mais en fait, je vous le dis, mon témoignage, c'est aussi que j'ai été reconnu en qualité de travailleur handicapé suite à un accident de travail et donc une inaptitude pas complète, simplement avec un aménagement de poste qui était tout à fait faisable. Donc j'ai eu ces voies de recours. En fait, on m'a répondu que il valait mieux en fait que je dépense mon énergie à retrouver un travail ailleurs. Et la médecine du travail était aussi qui me disait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et que c'était à la décision de l'employeur. C'est pour ça aussi que j'interviens, parce que j'ai, on va dire, une expérience un petit peu qui, ne représente pas forcément tous les dispositifs. C'est-à-dire qu'on peut être salarié en difficulté et passer à travers les mailles en fait des dispositifs du maintien à l'emploi. Donc ma question, elle est est-ce qu'il y a possibilité en fait de redonner encore un peu plus de place aux salariés pour qu'ils puissent ne pas être seuls à devenir un professionnel du droit du travail, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment possibilité qu'ils soient accompagnés ? Je vous redis là ce qui effectivement est l'enjeu à la fois de la charte régionale, des contrats pluriannuels là, qui vont être signés, c'est bel et bien d'essayer qu'il y ait coopération des acteurs autour du salarié, que ce ne soit pas le salarié qui fasse son parcours du combattant. On l'a vu sur le plan de l'assurance maladie, du service social de l'assurance maladie. Là, moi, j'ai évoqué du côté
champ du travail, comment essayer de faire qu'il y ait des partenaires autour du salarié et qu'effectivement, je dirais que pour le salarié, je vous rejoins, que le salarié n'est pas la double peine, c'est-à-dire il a la peine d'avoir une difficulté de santé qui impacte fonctionnellement sa reprise ou son maintien à un poste de travail. Il faut que ce soit d'autres acteurs qui se renforcent pour être autour de lui et mener ce dialogue avec l'entreprise, qui n'est pas un dialogue gagné, on est d'accord. Alors, je vois qu'il y a encore quelques questions. Alors, vraiment une toute dernière, sinon après on va être un petit peu juste. Sachant que il y a encore des temps d'échange pour le reste de la matinée et le reste de la journée, donc vous aurez toujours la possibilité de les poser un petit peu plus tard. Oui, bonjour. C'est juste sur l'information qui a été donnée sur la visite de pré-reprise et sur tous les réseaux de diffusion d'informations sur cet outil qui est vraiment effectivement assez intéressant. Je voulais souligner l'intérêt de trouver des solutions de vecteurs de communication via les petites entreprises, puisqu'elles n'ont pas forcément d'instance du personnel. Elles sont petites par essence, elles ont une multitude d'informations à identifier. Alors là, en tant qu'employeur d'une petite entreprise où on a été effectivement confronté à des situations de personnes où l'arrêt se prolongeait et où en tout cas on a une proximité vis-à-vis de nos salariés où on sait que ça risque de se prolonger. Donc même avant les 90 jours, on sait qu'on va être sur une situation qui va être un petit peu longue. Bon, étant dans le secteur professionnel, c'est vrai que nous, on a pris le pari, même si c'est pas à nous, effectivement, même si c'est pas à nous de solliciter la visite de pré-reprise, mais d'apporter une information au salarié en arrêt, en lui précisant qu'il pouvait mobiliser une visite de pré-reprise, que ce serait un espace d'échange avec le médecin du travail, qui pourrait également discuter avec son médecin traitant et le cas échéant avec le médecin conseil pour organiser, prévoir au mieux les moyens de sa reprise, son aménagement en temps partiel, thérapeutique, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut rassurer le salarié en amont. Il sait que son employeur est plutôt dans une bienveillance, en tout cas de trouver des solutions le plus en amont possible. Et vraiment, les petites entreprises, je pense qu'il y a que l'employeur qui peut, je dirais, identifier le plus en amont possible que l'arrêt risque c'est un acteur important en tout cas. Alors, je vous rejoins, c'est un acteur essentiel dans les PME, TPE. L'idée, c'est effectivement, dans la construction des équipes pluridisciplinaires de santé au travail et des cellules de maintien dans l'emploi qu'on veut essayer de bâtir dans les services de santé au travail, l'idée, c'est qu'il y ait justement des référents, que l'employeur, y compris dans les toutes petites entreprises, soit informé dès qu'il adhère à un service de santé inter-entreprise, qu'il a un interlocuteur au sein des services de santé au travail et pas seulement le médecin du travail. L'idée maintenant, c'est... On connaît la pénurie des médecins du travail, la difficulté aussi de saisir, mais que finalement l'employeur informe du fait que la visite de pré-reprise existe. Moi, ça me gêne pas du tout. Je veux dire, le tout, c'est pas lui qui prend le rendez-vous. Voilà, il faut que c'est le salarié qui est porteur de sa visite de pré-reprise. C'était ça le message. Mais l'idée, avec en particulier la formation des assistants en santé au travail, qui sont prévus dans la réforme, qui vont être des relais des services de santé au travail plutôt vers les entreprises de moins de 20 salariés pour construire la fiche d'entreprise, pour justement être vecteur d'information et porteur d'information vers les employeurs. C'était quand on évoquait le fait de renforcer la formation et l'information de tous les membres des services de santé au travail qui interviennent sur le terrain. C'est en particulier ces acteurs assistants en santé au travail qui vont se développer et qui vont être des acteurs privilégiés pour les petites entreprises, et elles en ont besoin.